Bonsoir à tous, bienvenue sur cette 6e émission de Brief Science qui est consacrée à l'hydrogène comme source ou plutôt vecteur d'énergie, comme on le verra. Donc moi je suis Morgane Guillet, journaliste scientifique et cofondatrice de Brief Science, tout comme Imen Amchish qui m'accompagne ce soir. Et on a proposé à Greg de Temerman, ici présent, de participer à l'émission en tant qu'expert des énergies. Bonjour Greg. Bonjour. Imen. Donc avant d'aborder le sujet de l'hydrogène, je rappelle pour les nouveaux arrivants que Brief Science est un nouveau média de vulgarisation scientifique, indépendant, sans publicité, qu'on a lancé en mars avec toute l'équipe du média BriefMe. Le principe, c'est que tous les lundis soirs, vous recevez par email ou sur notre application un récapitulatif des principales actualités scientifiques de la semaine, les plus importantes. Ça se lit en 10 minutes, c'est très accessible, même pour les plus novices, et on se veut surtout le plus fiable possible, avec un comité scientifique qui relit notre dossier principal chaque semaine. Et d'ailleurs, Greg avait relu notre dossier sur la fusion nucléaire, un des premiers articles qu'on avait écrit. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'hydrogène ce soir ? Vous avez sur l'hydrogène ce mois-ci plutôt que l'utilisation des sciences en criminologie. Et si on vous a proposé ce sujet, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est une solution envisagée pour lutter contre le réchauffement climatique et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique, c'est-à-dire de basculer sur de nouveaux modes de production de l'électricité qui n'émettent pas ou très peu de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone ou le méthane, pour les plus connus. On pense souvent aux énergies renouvelables, telles que le solaire ou l'éolien, mais beaucoup moins à l'hydrogène, qui est pourtant présent en quantité considérable dans la nature, et en particulier dans l'eau. Et avec l'hydrogène présent dans l'eau, on peut produire et surtout stocker de l'énergie dite décarbonée, qui n'émet pas de gaz à effet de serre. On sait déjà le faire à petite échelle. Maintenant, la question, c'est est-ce que on peut le faire à plus grande échelle ? Comment ça marche ? Quels sont les freins à son développement ? Est-ce que c'est vraiment une alternative aux sources d'énergie polluantes ? Donc, pour répondre à ces questions, on est aujourd'hui avec Greg de Temerman, qui est chercheur associé à l'école d'ingénieurs des mines Paris et directeur général du cercle de réflexion Xenon Research et spécialiste de la transition énergétique. Et Greg fait également, du coup, je l'ai dit, partie du comité scientifique de Brief Science. Merci pour l'introduction. Donc, n'hésitez surtout pas à lui poser toutes vos questions dans le chat, on les fera remonter. Et soyez pas timides, c'est le moment de vous informer sur le sujet, sur l'hydrogène. Je vais commencer par une première question pour poser un peu les bases. Est-ce qu'aujourd'hui, on produit de l'électricité à partir de l'hydrogène en France ? Non, ou alors quasiment très peu à l'échelle du labo, c'est tout. Non, alors peut-être revenir un tout petit peu en arrière déjà, parce que l'hydrogène, on en parle comme énergie, mais c'est pas vraiment une source d'énergie. En fait, l'hydrogène, on ne le trouve pas dans la nature sous forme comme ça. C'est pas comme le pétrole, le charbon, qu'on appelle des énergies primaires, qu'on peut aller chercher directement dans la nature. L'hydrogène, c'est comme l'électricité, c'est un vecteur énergétique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut produire pour l'avoir à disposition et ensuite l'utiliser. Et vous l'avez dit, l'hydrogène, on le trouve principalement sous la forme d'eau, mais on trouve aussi, on en parlera, je pense, dans le gaz naturel, dans le méthane ou dans d'autres composés. Et donc, si on veut utiliser l'hydrogène, il faut déjà être capable de le produire, donc avec de l'eau, en électrolysant de l'eau, on en parlera, ou après de l'utiliser. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui est très peu utilisé pour l'électricité. C'est potentiellement, on peut en utiliser, mais on l'utilise principalement pour l'instant pour des applications comme la désulfurisation du pétrole ou le traitement du pétrole en termes de raffinage, ou aussi important pour la production d'ammoniac, donc pour les engrais. Mais on n'utilise pas encore comme source ou comme vecteur énergétique. Donc on l'utilise comme un réactif pour des procédés industriels, et donc pas pour produire de l'énergie. D'accord. Ouais. On va revenir sur ce que c'est que l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? J'ai mis le tableau périodique des éléments là. Alors ouais, ce qu'on voit, c'est que l'hydrogène, alors pour ceux qui connaissent le tableau périodique, mais ce qui est important sur l'hydrogène, c'est que c'est le plus petit des atomes dans l'univers, donc c'est assez spécifique. C'est un atome qui est extrêmement simple, c'est pour ça qu'en chimie, c'est le premier atome qu'on a été capable d'étudier. Il y a seulement un proton, un neutron, donc c'est extrêmement simple. Dans l'univers, c'est extrêmement abondant, c'est à peu près 95% de l'ensemble des atomes dans l'univers, c'est de l'hydrogène, et si on prend en masse, c'est à peu près les 3/4 de l'univers qui est constitué d'hydrogène.
Donc c'est un atome qui est fondamental, c'est un des premiers atomes qui s'est formé. Et en fait, l'hydrogène, on ne sait peut-être pas, mais c'est grâce à quoi on est là aujourd'hui, puisque le Soleil, en fait, fusionne de l'hydrogène, fusionne à peu près 640 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. Donc le Soleil, c'est un réacteur de fusion nucléaire qui utilise de l'hydrogène. Dans la nature, on ne trouve pas sous forme d'atomes, on le trouve principalement sous forme de molécules. C'est une molécule qu'on appelle le dihydrogène, donc il y a deux atomes d'hydrogène qui sont joints ensemble. C'est une molécule qui est toute petite, et on en parlera, je pense, tout à l'heure, et ça pose pas mal de questions. L'hydrogène, c'est un atome qui est très réactif, qui est tout petit, qui peut diffuser dans beaucoup de matériaux. La molécule d'hydrogène, c'est pareil, et donc ça pose des problèmes pour le transporter, pour le stocker. Et après, on va trouver aussi de l'hydrogène dans d'autres choses, dans l'eau. Voilà, dans l'eau, c'est un atome d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Dans ce qu'on appelle le gaz naturel, on devrait dire gaz fossile, mais le gaz naturel, c'est un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Et ce dont on parlera sûrement tout à l'heure, l'ammoniac, c'est un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. L'hydrogène est présent dans plein de composés, mais pas très peu à l'état naturel sur Terre, en tout cas sous la forme de molécules. On le trouve dans d'autres composés, donc il faut aller le récupérer et le transformer si on en a besoin. D'accord, donc il n'est jamais pur et il faut aller le détacher des molécules déjà existantes pour le récupérer. Exactement. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui de l'hydrogène? Pourquoi on s'intéresse à cette molécule de dihydrogène, en fait, cette double molécule? Alors, parce que l'hydrogène a une particularité intéressante, c'est qu'en termes de densité énergétique, c'est-à-dire de la quantité d'énergie qui est stockée dans 1 kilo d'hydrogène, l'hydrogène, c'est ce qui est de plus dense en termes d'énergie densité énergétique massique. Donc c'est à peu près, alors je vais donner des chiffres et des ordres de grandeur pour comparer, mais l'hydrogène sous forme d'atome, c'est à peu près 150 mégajoules par kilo, c'est à peu près 3 fois la densité énergétique du pétrole. Donc si en termes de masse, c'est quelque chose qui est extrêmement dense. Donc, a priori, on peut dire que c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'on a besoin beaucoup moins de masse pour avoir une quantité d'énergie donnée. Le problème, c'est que l'hydrogène, il est gazeux. Quand on a la molécule d'hydrogène à température ambiante, à 20 degrés, il est gazeux, c'est un gaz. Et donc, il prend beaucoup d'espace pour une masse assez faible. Et la densité énergétique en termes de volume, elle est très faible. C'est de l'ordre de 1 à 10 mégajoules par litre. Donc, c'est 4 à 40 fois plus faible que la densité du pétrole. Donc, c'est quelque chose qui, en termes de masse, est très intéressant, mais il faut le comprimer très fort si on veut que ce soit intéressant en termes volumiques. Donc, il y a une petite tension. C'est un peu comme le gaz naturel. C'est pareil, quand on comprime le gaz naturel ou qu'on liquéfie, c'est extrêmement dense et c'est très intéressant et on en utilise beaucoup. Par contre, à l'état gazeux, c'est beaucoup moins intéressant. Donc ça, c'est la première chose à retenir, c'est que c'est une des raisons pour lesquelles on s'y intéresse, c'est qu'il y a une densité énergétique assez intéressante. Et en termes d'abondance, puisque on le trouve principalement dans l'eau, voilà, de l'eau, il y en a quand même beaucoup sur Terre. Alors, pas forcément de l'eau potable, on peut récupérer l'hydrogène dans l'eau de mer, mais il y a quand même des quantités d'eau assez gigantesques. Donc, c'est une ressource qui, en principe, si on est capable de l'extraire, est plus ou moins infinie. Donc, c'est ce qui fait un peu rêver les gens. Et après, on peut faire plein de choses avec de l'hydrogène. On peut le brûler directement pour générer de l'énergie, comme on brûle du gaz. On peut l'utiliser sous forme de pile à combustible pour générer de l'électricité. Donc, on peut aussi l'utiliser comme vecteur énergétique de différentes façons. Donc, en théorie, c'est quelque chose qui est extrêmement flexible. C'est quelque chose qui peut s'adapter à pas mal d'applications. D'accord. Et donc, pourquoi? La question, c'était pourquoi on s'intéresse, pour la transition. Oui. Alors d'une, parce que voilà, il y a plusieurs formes, on peut l'utiliser sous plusieurs formes, c'est assez intéressant. Deux, parce que c'est théoriquement quelque chose qu'on peut stocker. Et au fur et à mesure de la transition énergétique, on a de plus en plus d'énergie renouvelable, dites renouvelable, du solaire, photovoltaïque, de l'éolien, et ce sont des énergies qui sont intermittentes et surtout en fait en Europe, c'est pas vrai dans tous les pays, mais c'est vrai en Europe, il y a des périodes où il y a assez peu de soleil et assez peu de vent. Et le défi quand on veut avoir beaucoup d'énergie renouvelable sur un réseau, c'est d'être capable de faire en sorte qu'on a quand même de l'électricité ou de l'énergie pendant les semaines où il n'y a pas de vent et pas de soleil. Et donc, il faut être capable de stocker l'électricité. Et c'est pareil, on aura des jours, et ça arrive déjà en Europe en ce moment, où il y a beaucoup de soleil ou beaucoup de vent, on a quasiment trop d'électricité par rapport à ce qu'on peut consommer. Et donc, être capable de stocker cette électricité, c'est intéressant. Alors, si on veut stocker sur des longues durées de temps, en fait, on est obligé de stocker, la meilleure façon de faire, c'est de stocker sous forme de molécules. Les batteries, c'est très bien pour stocker de l'énergie, de l'électricité pour 6 heures, 12 heures, 24 heures, mais on ne peut pas vraiment avoir suffisamment de batteries pour 2 semaines d'électricité pour la France, par exemple. Et donc, l'intérêt de l'hydrogène, c'est de pouvoir former de l'hydrogène à partir de l'électricité qu'on aurait en excédent
et de le stocker en fait et de le reconvertir en électricité plus tard. Donc c'est un grand intérêt en théorie sur le stockage de l'énergie. Ça a aussi en théorie des applications extrêmement pratiques pour le transport. On pourrait imaginer, enfin ça existe, hein, il y en a peu qui roulent, mais ça existe, des voitures qui fonctionnent à l'hydrogène, des camions, des bateaux, hein, des avions, on sait que beaucoup en parlent. Donc en principe, on peut faire énormément de choses avec l'hydrogène et donc potentiellement, il y a plein d'applications. Et l'intérêt, c'est que alors, on en parlera tout à l'heure des différentes méthodes de production d'hydrogène, mais l'hydrogène utilisé directement, ça n'émet pas de CO2. Si je brûle de l'hydrogène, je vais générer de l'eau. Et donc voilà, c'est pas un gros problème. Si j'ai une pile à combustible, bah, la réaction fournit de l'eau, donc c'est quelque chose qui n'émet pas de CO2. Il y a la production, il faudra en parler, mais en termes d'utilisation pure, il n'y a absolument pas de gaz à effet de serre de type CO2. D'accord. Alors pour mieux comprendre toutes ces notions, je propose qu'on regarde comment est-ce qu'on récupère du dihydrogène et comment ensuite est-ce qu'on génère de l'électricité avec. Donc d'abord, comment on fabrique de l'hydrogène? Alors à l'heure actuelle, le 97%, alors peut-être pour fixer un peu les chiffres, dans le monde, en 2020, on produisait à peu près 75 millions de tonnes d'hydrogène. D'accord? Donc juste pour fixer un petit peu les ordres de grandeur, donc c'est quand même des quantités assez importantes. 50% de cet hydrogène, c'est utilisé pour du raffinage et 40% pour la formation d'engrais. Cet hydrogène, il est principalement formé à partir de combustibles fossiles, du gaz naturel en grande partie, à peu près 70%, et en partie pétrole et charbon, charbon en grande partie. Alors comment on fait? Si on prend que ce soit du pétrole ou du gaz, on le fait réagir avec de la vapeur d'eau, on fait ce qu'on appelle du vaporeformage. On va injecter de la vapeur à haute température avec du gaz naturel, et on va former en fait du dioxyde de carbone et de l'hydrogène. Et 97% de l'hydrogène formé dans le monde est formé de cette façon-là. Ce qui n'est pas du tout intéressant d'un point de vue climatique, puisque en ordre de grandeur, c'est 10 kg de CO2 générés par kilo d'hydrogène. Donc on parlait de 75 millions de tonnes d'hydrogène, on parle déjà de 500 millions de tonnes de CO2 émis juste pour la production d'hydrogène. Donc ça, c'est la méthode actuelle de former de l'hydrogène, qui pose problème parce que ça émet énormément de CO2 et plus on aura besoin, et ça utilise aussi beaucoup de gaz naturel, et comme j'espère que vous le savez, mais en ce moment le gaz est un vrai problème puisque 40% du gaz européen vient de Russie, et donc ça pose une question de savoir d'où viendra ce gaz naturel, ce gaz dans le futur. Donc il y a aussi cette question-là à prendre en compte. Et donc il y a beaucoup de recherches ou de discussions sur comment on produit de l'hydrogène sans utiliser du gaz fossile ou du charbon. Alors la production par rapport au charbon, c'est encore bien pire que la production par rapport au méthane, mais on ne va pas rentrer dedans. Et donc la meilleure façon, c'est d'utiliser, alors il y a plusieurs façons, mais la meilleure façon serait d'utiliser de l'eau. Et ce qu'on sait depuis assez longtemps, c'est que si on fait passer un courant électrique dans une solution, donc on a deux électrodes, on fait passer un courant électrique, on fait ce qu'on appelle de l'électrolyse, et on sépare en fait, on casse les molécules d'hydrogène par un courant électrique. Donc sur le schéma, entre l'anode et la cathode, on a un courant électrique qui va passer et ça va dissocier les molécules d'eau et on va former d'un côté de l'oxygène, d'un côté de l'hydrogène. Parce que l'eau, c'est H2O, juste pour rappel. Ouais, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Donc on sépare en fait les composants individuels de l'eau en utilisant de l'électricité. L'avantage de ce procédé, c'est qu'il est, alors c'est pas la même machine, mais c'est réversible. C'est-à-dire que si j'ai de l'hydrogène et de l'oxygène, je peux faire l'inverse. Je peux générer de l'électricité à partir de l'hydrogène. Donc c'est ça qui est souvent mentionné parce que je peux utiliser une pile à combustible. Donc si j'ai de l'eau et que j'essaie de générer de l'hydrogène, j'ai un électrolyseur. Et si je fais l'inverse, j'ai de l'hydrogène et de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'oxygène, j'ai une pile à combustible et le produit de la réaction, c'est de l'eau. Donc c'est intéressant parce que j'ai un cycle en fait que je peux utiliser. Je produis dans les deux cas, j'utilise de l'électricité, je la transforme en hydrogène, entre guillemets, et ensuite je transforme cet hydrogène en électricité. Et est-ce que durant juste une petite notion, c'est que en physique, dès que vous transformez, vous passez d'une forme d'énergie à une autre, il y a des pertes. Et ça, c'est quelque chose dont on discutera peut-être, c'est que pour casser des molécules d'eau, je suis obligé d'investir de l'énergie et je ne récupère pas complètement cette énergie dans l'hydrogène, donc j'ai des pertes. Et quand je repasse de l'hydrogène à l'électricité, j'ai encore des pertes. Donc c'est un coût énergétique quand même de faire ce genre de choses. Donc pour résumer, en fait, on produit de l'hydrogène à partir d'une autre énergie. Donc là, en l'occurrence, principalement du gaz naturel, mais du coup, on cherche d'autres solutions et on cherche notamment à utiliser de l'énergie renouvelable, par exemple, pour créer un courant qui va se casser les molécules d'eau
et qui n'émet pas de gaz à effet de serre du coup. Et ensuite, avec cet hydrogène, on peut produire aussi de l'énergie en réassemblant les atomes entre eux pour reformer de l'eau. Alors, c'est une méthode et ça permet de faire de l'électricité, mais on pourrait aussi imaginer brûler l'hydrogène pour générer de la chaleur. Et on pourrait aussi imaginer utiliser l'hydrogène pour faire d'autres types de molécules qui, elles, vont nous servir de vecteurs énergétiques. Mais oui, le principe, c'est que on transforme en fait de l'eau en hydrogène, ou en gros de l'électricité en hydrogène, et on a un vecteur énergétique. L'hydrogène est un vecteur qu'on va réutiliser sous différentes formes. D'accord. Ok. Est-ce qu'on perd beaucoup d'hydrogène dans le processus? On en perd beaucoup. Bonne question. Non, on est assez efficace. En fait, l'hydrogène, c'est pas un gaz extrêmement marrant à travailler. C'est quelque chose qui est quand même assez explosif. Par rapport à beaucoup d'autres gaz, souvent il y a des mélanges oxygène et gaz auxquels il faut faire attention parce qu'on peut avoir une ignition assez facile. L'hydrogène, ça a quand même une large gamme de réactivité avec l'oxygène, donc on peut assez facilement rentrer dans un domaine explosif. Donc, dès qu'on utilise de l'hydrogène, on est assez prudent sur le fait de ne pas le laisser s'échapper. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, malheureusement, mais non, ça doit être assez peu. Ok, bah sur ce sujet, j'ai une question de Cosinus44 qui nous demande combien récupère-t-on d'énergie finale utile par rapport à l'énergie initiale qui a servi à produire l'hydrogène? Entre parenthèses, quel est le rendement de cette double conversion? Alors, si on parle du rendement de l'électrolyse, donc la conversion de l'eau en hydrogène, alors ça dépend un petit peu des techniques utilisées, mais en gros, on est entre 50 et 80% d'efficacité, voire même il y a des méthodes d'électrolyse maintenant qui vont à une meilleure efficacité. Donc, on va dire qu'au minimum, on perd 20% d'énergie. Les technologies s'améliorent, mais il faut les mettre à l'échelle. Et quand on repasse dans l'autre sens, c'est à peu près pareil. On est à peu près à entre 40 et 70% d'efficacité. Donc, si on prend l'ensemble, si on fait le double cycle, on s'aperçoit qu'on est déjà à moins de 50% d'efficacité. Donc, on perd quand même beaucoup d'énergie. Ce qui est un problème, c'est que ça a un coût énergétique assez élevé de produire de l'hydrogène, ce qui veut dire qu'il faut une source d'énergie abondante pour le produire, un peu cher, puisque sinon ça a un impact sur le prix de l'hydrogène produit, et qui n'émet pas de CO2, puisqu'on va avoir des pertes. Enfin, du moins, ça émet plus de CO2 pour une quantité d'énergie donnée. Ok. Et cette question des pertes, ça a l'air de tracasser Bitsou qui nous dit ce n'est pas renouvelable s'il y a des pertes. Est-ce que c'est le cas? Alors, en fait, toute conversion énergétique implique des pertes. C'est ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique. Le premier principe dit que on ne fait que convertir des sources d'énergie d'une forme à une autre. C'est l'histoire de la vie humaine, c'est ça, c'est de convertir des sources d'énergie. Et chaque conversion, en fait, a des pertes. Donc, on ne peut pas faire autrement. On peut essayer d'être le plus efficace possible et s'approcher le plus possible de 100%, mais 100%, c'est impossible. Donc, oui, il y a à chaque fois des pertes énergétiques. Alors après, la notion de renouvelable, c'est plus une notion qui a trait à la ressource énergétique en fonction de la durée de vie humaine. Pourquoi on parle de renouvelable pour le solaire et le vent, c'est que a priori, sur les 100 millions d'années qui suivent, le Soleil sera toujours là, il sera encore là a priori pour les 4 milliards d'années qui suivent, mais normalement, il ne devrait pas trop changer de température dans les 100 millions d'années qui viennent. Donc, on a quand même une source d'énergie qui est abondante et qui est renouvelable. Après, effectivement, chaque fois, il y a des pertes, mais c'est l'histoire de quand on brûle de l'essence d'un moteur diesel, l'efficacité énergétique, c'est 40%, en fait, entre l'énergie qu'il y a dans l'essence et le mouvement de la voiture, c'est 30 à 40%. Donc, toutes les conversions qu'on utilise à l'heure actuelle ont des pertes. Et d'ailleurs, il faut pas oublier que le système énergétique mondial à l'heure actuelle, il est extrêmement inefficace. Si je prends au niveau mondial, entre énergie primaire, donc les énergies telles que je vais les chercher dans la nature, du charbon, du pétrole, du gaz, et l'énergie vraiment que j'utilise, j'ai 60% de pertes. 60%, c'est de la chaleur, puisque en fait, on fait de la combustion. Et quand on fait de la combustion, il y a beaucoup de chaleur qui s'échappe et qu'on ne récupère pas. On appelle ça la chaleur fatale. Et seulement 40% de l'énergie, on l'utilise. Donc, les pertes dans le système, elles sont déjà énormes. Ok. Alors, quels sont les freins aujourd'hui au développement de cette filière hydrogène? Avant de parler de freins, il faut peut-être parler d'application. Oui. Pourquoi on s'intéresse à l'hydrogène, pourquoi on en entend autant parler, parce pour ceux qui sont un peu au courant, on a beaucoup parlé du plan hydrogène de la France qui a été annoncé par Emmanuel Macron lors du plan France Relance 2030. L'hydrogène, c'est un élément assez clé dans ce qu'on appelle le REPower EU, qui est le plan européen pour se passer de gaz russe d'ici 5 à 10 ans. Donc, on entend beaucoup quand même parler d'hydrogène. Il y a beaucoup d'investissements. Je crois que le plan français, c'est près de 7 milliards d'investissements dans l'hydrogène. L'hydrogène dans l'énergie, c'est un peu, on peut faire une analogie, c'est un couteau suisse.
C'est-à-dire qu'on peut quasiment tout faire avec l'hydrogène. On peut l'utiliser pour plein d'applications différentes, du transport, de la sidérurgie, pour faire de l'acier, faire des engrais, en termes de sources de chaleur, etc. En principe, on peut quasiment tout faire avec. Mais c'est comme un couteau suisse, c'est jamais l'outil le plus adéquat, ce qui pose souci. Et donc la question, c'est pour quels usages. Enfin, il y a deux questions en fait importantes. C'est d'une, la quantité d'hydrogène qu'on sera capable de produire, parce que l'hydrogène demandera, a priori, si on veut de l'hydrogène vert, donc produit à partir d'énergie renouvelable, cette quantité d'hydrogène, elle ne sera pas infinie, puisqu'il faut une certaine quantité d'électricité, et voilà, l'électricité, ça a un coût. Donc, il y a la quantité d'hydrogène qu'on est capable de produire, et ensuite, quelles sont les meilleures applications pour ça, et ça dépendra aussi du coût auquel on produit l'hydrogène. Je crois qu'on avait une image en fait avec les, je sais pas si vous pouvez la montrer, mais avec l'échelle, les échelles et les différentes applications, ça permet peut-être de montrer qu'en fait, en théorie, on peut tout faire avec de l'hydrogène. Je pense qu'on l'avait mis au début. Ah ouais, donc si on regarde un peu, alors c'est un classement qu'on pourrait discuter, mais l'idée c'est de ce petit schéma, c'est de montrer par ordre de priorité, entre guillemets, ou par ordre d'intérêt, quelles sont les applications les meilleures pour l'hydrogène. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais une des meilleures applications, c'est de faire de l'acier. Parce qu'en ce moment, pour faire de l'acier, je ne sais pas si les gens le savent, mais l'acier, ou le fer, c'est l'élément fondamental de notre civilisation. On utilise 1,9 milliard de tonnes par an. Et ça génère 6 à 7% des émissions de CO2. Pourquoi? Parce qu'on utilise du minerai de fer qu'on réduit pour faire du fer et ensuite de l'acier, et ça nécessite du charbon, et ça émet énormément de CO2. Et décarboner la production d'acier, c'est un des gros défis qu'on doit relever, parce on a besoin d'acier pour tout ce qui est autour de vous, contient de l'acier ou a été fait avec des outils en acier. Donc si vous enlevez l'acier comme matériau dans la civilisation, il n'y a plus de civilisation, on ne sait pas faire sans acier. Donc, pour ça, on utilisera de l'hydrogène. On peut utiliser aussi, pour raffiner du pétrole, on a besoin d'hydrogène. Donc, si les verts, c'est plus intéressant, alors vous allez me dire, oui, mais on va utiliser de moins en moins de pétrole, mais pour l'instant, on en utilise encore beaucoup. Et ensuite, les applications mobiles, c'est-à-dire la mobilité. En théorie, on peut faire des voitures à hydrogène, mais c'est pas hyper intéressant parce que c'est quand même plus cher, il y a des pertes. Il faut de l'hydrogène compressé, on en parlera peut-être après, donc il y a des questions de sûreté. Mais pour décarboner les transports longue distance, ça pourrait être intéressant pour les bateaux. Pour les avions, c'est assez compliqué, donc on pourra en reparler. Mais voilà, en théorie, on peut tout faire avec de l'hydrogène. La question, c'est quelles sont les applications prioritaires et quelle quantité d'hydrogène on est capable de former, à quel coût et avec combien d'électricité. Ok. Tout à l'heure, on avait une remarque de Bitsu qui nous disait rouler à l'hydrogène coûte plus cher que l'essence. Donc ça, vous le confirmez, c'est toujours le cas actuellement. Alors oui, il faut se méfier un tout petit peu des différences de coût, parce que pour l'instant, l'hydrogène vert, il est très cher, parce qu'on en produit très peu. Donc il n'y a pas d'aspect économique. Vous pouvez rappeler ce qu'on appelle l'hydrogène vert? Oui, alors l'hydrogène vert, c'est l'hydrogène qui est produit à partir d'électricité renouvelable, donc principalement à partir d'éolien ou de photovoltaïque. Alors, dans l'hydrogène, et c'est un petit peu étrange, mais on utilise des palettes de couleurs. On a différentes couleurs pour l'hydrogène noir, l'hydrogène blanc, l'hydrogène turquoise, l'hydrogène rose et l'hydrogène, il y en a plein. L'hydrogène vert, c'est un peu le Graal, voilà, c'est ça. On les classe en fait en fonction de la méthode de fabrication de l'hydrogène. L'hydrogène vert, c'est celui qui va être formé principalement par de l'électricité renouvelable. Donc c'est celui qui nous intéresse le plus parce que c'est a priori celui qui générera le moins de CO2 pour être généré. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'on veut éviter, c'est l'hydrogène noir et l'hydrogène marron, ou l'hydrogène gris, qui sont les hydrogènes qu'on utilise à l'heure actuelle, qui sont formés par des hydrogènes, par des molécules fossiles, donc du charbon et du gaz. Et après, il y a des process comme l'hydrogène bleu. Est-ce qu'on peut utiliser les process en capturant l'ISO2? En gros, on parle de couleurs. Et les hydrogènes qui vont nous intéresser le plus dans le futur, c'est vert, rose, parce qu'on pourrait utiliser de l'énergie nucléaire, enfin de l'électricité produite par du nucléaire pour former de l'hydrogène, et l'hydrogène turquoise, qui est une technologie qui est en train de se développer, qui a pas mal d'intérêt. Et du coup, je disais quoi? Quelle était votre question juste avant? Je suis désolé, je me suis perdu. On parlait du coup de voitures à hydrogène par rapport aux voitures. En fait, pour les transports, il doit y avoir seulement 2 marques dans le monde maintenant qui ont encore des voitures à hydrogène. Il y a 10 ans, on pensait que l'hydrogène serait intéressant pour les voitures, et en fait, l'électricité a gagné. C'est-à-dire que les voitures à batterie se sont imposées pour différentes raisons.
Et la question maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure pour l'hydrogène. Il n'y a pas de pompe à hydrogène, il y a très peu du moins. Et donc, c'est aussi une question pour l'instant de déploiement, c'est que ce n'est pas des technologies qui sont extrêmement intéressantes. Il faut compresser l'hydrogène, donc il faudrait que les gens aient de l'hydrogène à 700 bars dans leur réservoir. C'est possible, mais ça pose des questions. Donc, ce n'est pas tant une question de coût qu'une question de c'est peut-être pas la meilleure application en fait pour l'hydrogène. L'électricité pour le transport de voitures a quand même largement gagné la course, même si certaines personnes ne sont pas très heureuses à côté de ça. Donc c'est une question de coût et c'est un peu difficile parce qu'en fait l'hydrogène vert n'existant pas à l'échelle, c'est un peu difficile de parler des coûts. C'était déjà une question qui se posait il y a 10 ans, en fait, au moment des premières voitures électriques. Ouais, si on regarde, il y a 10 ans en arrière, il y a pas mal de projets de voitures qui utilisent des piles à combustible, justement, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on a de l'hydrogène et on utilise une pile à combustible pour générer de l'électricité. Il existe, et je vais passer une question, des moteurs en principe, on pourrait brûler de l'hydrogène directement, comme dans un moteur un peu classique. Alors, c'est un moteur modifié, hein, mais ça ressemblera à un moteur. C'est pareil, c'est pas la meilleure application parce qu'il y a quand même pas mal de pertes. Donc, l'idée, c'était d'utiliser de l'hydrogène comprimé pour faire de l'électricité. Et en fait, ça s'est heurté à plusieurs choses. D'une, il n'y avait pas de disponibilité d'hydrogène. Enfin, l'hydrogène est utilisé principalement dans l'industrie, donc il n'y avait pas de demande pour les particuliers, il n'y a pas de réseau de transport. Et l'hydrogène à transporter, à stocker, c'est quand même assez compliqué. Et les batteries ont fait énormément de progrès, et surtout le prix des batteries a chuté de façon assez impressionnante ces 10 dernières années. Tout ça a fait que l'électricité, ou du moins la batterie, a gagné sur l'hydrogène pour les transports voitures. D'accord. Donc aujourd'hui, quelles seraient les principales utilisations, applications qu'on pourrait faire de l'hydrogène? Alors, les applications, il va falloir le faire par étapes, mais les priorités, entre guillemets, s'il fallait donner des priorités, c'est la production d'acier. Et il y a un projet en France avec Mittal qui est en train de reconvertir un de ses hauts fourneaux en France pour fonctionner à l'hydrogène. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça permet de décarboner la production d'acier, ce qui est une des grosses priorités de l'industrie à l'heure actuelle. Pour la formation, on utilise beaucoup d'hydrogène pour faire de l'ammoniac. Et l'ammoniac, ça sert à faire des engrais. Et à peu près 50% de la population mondiale est en vie parce qu'on a des engrais artificiels. C'est-à-dire qu'on est capable d'apporter de l'azote des sols. Donc ça, c'est les deux grosses applications sur lesquelles il n'y a pas de question. On aura besoin d'hydrogène vert et on en aura besoin en quantité assez significative. Encore une fois, dans le monde, on utilise 75 millions de tonnes d'hydrogène, à peu près uniquement pour ces deux applications. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses applications. Enfin non, on l'utilise pas pour l'acier encore, pardon, on l'utilise pour les engrais et pour la désulfurisation du pétrole, mais l'acier est une grosse application. Et on va l'utiliser aussi pour la chimie, notamment le raffinage du pétrole, on a besoin d'hydrogène. Après, il y a des questions qui se posent sur le transport longue distance. Est-ce qu'on peut utiliser de l'hydrogène pour des bateaux et pour des avions? Parce que c'est les secteurs qui sont les plus difficiles à décarboner. La raison pour laquelle on a autant de bateaux qui permettent de transporter autant de biens, c'est qu'on a une source d'énergie extrêmement dense, qui est du pétrole ou du gasoil dans ce cas-là, parce qu'on a des moteurs diesel sur les bateaux, ou qu'on est capable de faire du kérosène, qui est le carburant pour les avions. Et on pourrait pas, a priori, enfin c'est difficile de remplacer ça pour ces applications-là. Et il se pose la question de savoir est-ce qu'on peut utiliser de l'hydrogène pour les bateaux. Et il faut savoir que 90% du fret mondial, quand même, c'est fait par la mer. Ce sont des bateaux qui sont énormes d'ailleurs, des porte-conteneurs qui ont jusqu'à 40 000 porte-conteneurs dessus. Et dans ces cas-là, en fait, on se pose la question de savoir est-ce qu'on utilise de l'hydrogène sous forme de molécules ou alors est-ce qu'on convertit l'hydrogène en autre chose, et notamment de l'ammoniac, c'est un atome d'azote, 3 atomes d'hydrogène. Pourquoi? Parce que c'est liquide à une température plus facile. L'hydrogène, pour le liquéfier, il faut descendre à moins de 120 degrés, moins de 150 degrés, pardon. Donc il faut refroidir très très fort l'hydrogène pour qu'il soit liquide, ou alors il faut le comprimer à très haute pression. Et donc ça pose la question du stockage. Et si on peut avoir une transformation en plus et transformer l'hydrogène en azote, enfin en ammoniac, eh ben, ça permet de moins refroidir et c'est beaucoup plus facile à gérer. Ça pose aussi moins de problèmes de matériaux parce que l'hydrogène n'est pas compatible avec tous les. Du coup, on peut faire de l'énergie avec de l'ammoniac ensuite. Alors on peut. Alors soit on brûle l'ammoniac, il y a différentes façons, soit on l'utilise dans des piles à combustible, soit on décompose l'hydrogène juste au point d'utilisation et on utilise une pile à combustible, c'est-à-dire qu'on refait 2 transformations. Donc il y a plusieurs façons de gérer ça. Il y a des moteurs qui existent aussi qui tournent à l'ammoniac. Donc ça c'est une possibilité.
Il y a une question qui se pose pour les camions. Les camions, encore une fois, c'est du transport longue distance. Pourquoi? Parce qu'on a encore besoin d'une source d'énergie assez dense. Mais là, il se pose des questions. Est-ce que l'électrification n'est pas intéressante? Donc voilà un peu les applications et aussi le transport en train. Il y a des questions de savoir si sur certaines applications où il n'y a pas de ligne électrique, il n'y a pas d'électricité sur les trains, c'est des trains à charbon encore ou des trains à gasoil, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'utiliser des trains, enfin des trains à l'hydrogène? Il y a déjà dans Paris des taxis à l'hydrogène ou des bus à l'hydrogène, donc ça, c'est des applications qui sont en train de se développer. Ok. Et il y avait beaucoup, dernier point, pardon, il y avait beaucoup de discussions sur utiliser l'hydrogène directement dans des chaudières à gaz. Donc là, quand vous avez une chaudière à gaz chez vous, vous brûlez du méthane, du gaz naturel. Il y a eu beaucoup de discussions, notamment en Angleterre. Est-ce qu'on peut utiliser l'hydrogène pour faire ça? En fait, on s'aperçoit que c'est assez compliqué parce qu'encore une fois, il n'y a pas de réseau de distribution pour l'hydrogène, et donc ça implique d'avoir un réseau de distribution assez développé. Ok. Donc tout plein de secteurs où l'hydrogène pourrait être utile pour décarboner, mais pas les voitures électriques en tout cas. Alors, d'autres personnes auront peut-être d'autres avis, mais il se trouve qu'on a quand même beaucoup progressé sur les batteries, elles sont de moins en moins chères et elles ont de plus en plus d'autonomie. La peur qu'on avait il y a 10 ans, c'était que les voitures avaient 100-150 km d'autonomie. Si on se souvient de la première Zoé, c'était à peu près ça. Maintenant, bah voilà, les Tesla arrivent à avoir 400, 500, 600 km d'autonomie. Il y a une nouvelle technologie de batterie qui a été annoncée la semaine dernière pour des autonomies de 800 km. En fait, on a enlevé la barrière qu'on pensait avoir, qui était l'autonomie, et le coût aussi. Donc la question, est-ce que l'hydrogène est intéressant pour les voitures? C'est une vraie question à se poser, sachant qu'on a déjà développé un réseau de charge pour les voitures, même s'il pourrait être meilleur, alors que des réseaux d'hydrogène, il n'y en a pas du tout. Ok. Alors je pense qu'on a des questions dans le chat. Oui, on a quelques questions. Vous m'entendez? Oui. Ok. Donc j'ai Twitcheux qui nous dit l'eau est virtuellement infinie, mais imaginons que tous les moteurs thermiques soient remplacés par des moteurs hydrogène. Est-ce raisonnable? Va-t-on perdre de l'eau? Va-t-on la polluer? J'ai pas le chiffre en tête, mais la quantité d'eau disponible sur Terre est quand même énorme. Et surtout, en fait, l'eau ne disparaît pas. Si on utilise de l'eau, on génère de l'hydrogène et ensuite on fait de l'électricité, on régénère l'eau et on la renvoie dans le système. C'est un petit peu, l'analogie va peut-être pas plaire à tout le monde, mais un réacteur nucléaire qui prélève de l'eau dans une rivière et qui l'évapore dans les cheminées de refroidissement, bah, l'eau, elle reste dans le système en fait. Et à un moment donné, elle va juste se recondenser et retomber sous forme de pluie. Alors peut-être pas exactement au même endroit qu'on l'aura prélevé, mais l'eau disparaît pas du système. En fait, virtuellement, elle reste toujours au même endroit et on peut toujours l'utiliser. C'est très différent du pétrole, où là, on brûle une ressource, et en plus, ça a deux inconvénients, c'est qu'on brûle une ressource, donc elle disparaît au fur et à mesure, on en a de moins en moins. Et deux, c'est que le produit reste dans l'atmosphère, c'est du CO2 et ça change le climat. L'hydrogène, c'est en théorie un cycle infini en termes de la molécule d'eau purement, pas en termes d'énergie, mais bah, vous prenez de l'eau, on la convertit, on refait de l'eau. Donc la quantité d'eau sur Terre reste la même. Ok. Sachant que Sinon... ça a un coût énergétique. Je ne suis pas en train de dire qu'on a découvert l'énergie infinie. Oui. D'accord. Ensuite, alors j'ai Jérôme Legros qui a posé deux questions, qui a fait une remarque et une question. Je vais commencer par sa remarque. Il semblerait que Ford soit proche de mettre au point un moteur à explosion presque normal, utilisant de l'hydrogène à la place de l'essence. Ah oui, je l'ai dit, en principe, c'est possible, c'est un gaz qu'on peut brûler, donc on peut imaginer faire un moteur, ce qu'on appelle un moteur à combustion interne, c'est-à-dire les moteurs qu'on a dans les voitures à l'heure actuelle, où la combustion est faite dans les pistons. En théorie, c'est possible, et ça existe déjà, en fait, ça n'existe pas forcément à l'échelle commerciale, mais on sait que c'est possible. Encore une fois, ça pose des questions de savoir est-ce que c'est la meilleure utilisation de l'hydrogène, parce que ça implique d'avoir un réservoir d'hydrogène à 700 bars, donc comprimer 700 fois la pression de la salle autour de vous, enfin l'air autour de vous. Donc il faut un système de compression d'hydrogène, ça nécessite un réservoir qui est quand même taillé pour ça. C'est pas impossible. La question, c'est est-ce que c'est vraiment la meilleure application? Parce que pour que tout le monde aille faire son plein d'hydrogène d'une façon totalement sécurisée, ben voilà, enfin pour tous ceux qui ont une voiture et qui sont allés faire le plein et qui ont regardé combien de gouttes d'essence il y avait partout autour ou sur le pistolet, alors ça ne sera pas exactement le même procédé pour remplir de l'hydrogène à 700 bars, mais on voit quand même que ça pose une petite question de sûreté. Alors peut-être qu'on peut la résoudre, mais personnellement, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure voie, en tout cas pour les voitures. On pourrait Parce peut-être que du discuter. coup, l'hydrogène est dangereux à l'état pur?
Alors, il est dangereux, il est potentiellement, il peut exploser dans pas mal de situations en présence d'une étincelle avec de l'oxygène. Si c'est un mélange d'oxygène et d'hydrogène, oui, s'il y a les bonnes conditions, une étincelle et ça peut exploser. Alors, on travaille avec 75 millions de tonnes d'hydrogène dans le monde et on ne le fait pas exploser. Donc, c'est possible de le faire. La question, c'est toujours que c'est des applications industrielles et donc les normes sont un petit peu différentes. Et plus vous allez sur une application du type, bah voilà, les gens vont faire le plein. Voilà, enfin, la question de la sûreté est quand même à se poser. Il peut y avoir des accidents et c'est vraiment quelque chose à considérer. Mais surtout aussi, encore une fois, est-ce que en termes de rendement, une voiture électrique, en fait, purement électrique avec une batterie, a un meilleur rendement parce que, encore une fois, c'est une question de perte ou de perte à chaque transformation. Vous perdez de l'énergie quand vous générez de l'hydrogène à partir de l'eau. Et ensuite, vous avez une perte encore dans la pile à combustible pour refaire de l'électricité. Quand vous avez une voiture électrique, vous avez beaucoup moins de pertes. Donc, d'un point de vue physique, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir un moteur un moteur électrique avec une batterie. D'accord. Et puis, sinon, une autre question de Jérôme Legros, par rapport aux piles à combustible, pardon. J'imagine qu'il disait bonne alternative aux piles à combustible qui sollicitent des métaux rares, notamment pour les PL. Donc, j'imagine qu'il parle des piles au lithium, je pense. Alors, ouais, enfin, il y a des métaux. C'est toujours un petit peu délicat de parler de métaux rares, mais oui, pour faire des piles à combustible ou même des électrolyseurs, il y a des métaux un peu particuliers qu'on utilise. Il y a énormément de recherches pour essayer de remplacer ces métaux par des choses un peu plus abondantes. Encore une fois, c'est pas des choses qui sont à l'échelle, donc il faut se méfier un tout petit peu. Ce qu'on a à l'heure actuelle comme technologie est peut-être pas forcément ce qui se déploiera dans 10 ans. Mais oui, dans toute application, il faut regarder les ressources qu'on a besoin derrière en termes de métaux, par exemple, parce que il y a une question de savoir est-ce qu'on est capable de fournir suffisamment de métaux. C'est des chaînes logistiques, il faut produire ces métaux, etc. Et donc ça peut poser question. Ouais. Pour l'instant, la question s'est pas posée parce qu'on n'utilise pas vraiment à l'échelle. Ok. J'ai encore d'autres questions, il y en a plein aujourd'hui. Alors, je vais avoir du mal à lire le pseudo parce qu'il n'y a quasiment pas de voyelles, mais c'est Erkenk. Bon, en tout cas, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais il nous demande est-ce que les voitures à hydrogène existent à l'heure actuelle? Ça peut être bien de le rappeler pour les gens qui nous ont pris en cours de route. Alors, oui, elles existent. Il me semble qu'il y a des taxis à hydrogène à Paris. Il y a des bus à hydrogène. Il y a, il me semble, 2 marques japonaises qui en vendent encore à leur catalogue. Elles existent, mais sur des applications hyper localisées, parce que si vous sortez de Paris, bah déjà dans Paris, il n'y en a pas beaucoup, mais si vous sortez de Paris, il n'y a pas de borne de recharge à hydrogène, enfin, il n'y a pas de borne pour remplir l'hydrogène. Donc, oui, la technologie existe, oui, les voitures existent. Commercialement, elles représentent strictement rien. En fait, c'est un marché de niche ou un marché totalement inexistant. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment important de dire, mais pour les transports voitures, la batterie est vraiment le plus intéressant qu'on a par rapport à l'hydrogène parce qu'il y a moins de contraintes de sécurité, on a moins de pertes. La voiture électrique est extrêmement efficace, c'est 90% d'efficacité sur le moteur électrique. Les batteries ont des rendements aussi d'après 90%. Et en fait, on utilise directement l'électricité, on la stocke sous forme de batterie, on l'utilise plutôt que de devoir casser une molécule qui a toujours un coût énergétique et ensuite refaire cette molécule qui a un deuxième coût. Ok. Une autre question de WR Paul qui nous dit pouvez-vous expliquer pourquoi, pour le transport maritime, l'hydrogène serait intéressant, entre parenthèses, par rapport à l'automobile ou l'avion? Alors, comme j'ai dit, le transport maritime, c'est un des secteurs les plus difficiles à décarboner. Pourquoi? Parce que c'est des bateaux qui font 5-10 000 km sans s'arrêter. En gros, ils font quasiment la moitié du tour de monde pour aller livrer des objets. Et donc, ça veut dire qu'il faut une source d'énergie dense et qui, si possible, soit pas trop lourde, puisque voilà, ça enlève le poids des trucs que vous pourriez transporter. L'hydrogène, en théorie, est intéressant de ce côté-là, parce qu'encore une fois, si on arrive à le comprimer ou encore mieux à le liquéfier, c'est extrêmement dense en termes d'énergie par unité de masse. C'est extrêmement intéressant. Si on est capable de le liquéfier, la densité est 3-4 fois plus faible que celui en termes de volume, pardon. La densité est 3-4 fois plus faible que l'essence. Mais comme le moteur électrique, parce que c'est une pile à combustible, est plus efficace que le moteur thermique, et l'un dans l'autre, en fait, vous vous retrouvez avec des rendements qui ne sont pas trop différents. Et donc là, l'hydrogène a un vrai intérêt.
La question, par contre, c'est, vous stockez de l'hydrogène à haute pression, il faut trouver des choses pour le remplir, etc. Et donc, pour les transports, on se dirige quand même de plus en plus vers de l'hydrogène, mais sous une autre forme. Encore une fois, sous la forme d'ammoniac principalement, ou éventuellement de méthanol. Donc, c'est du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, qui sont des formes qui sont plus L'ammoniac, juste c'est NH4. NH3 pour l'ammoniac, donc 3 atomes d'hydrogène, un atome d'azote. C'est d'autres vecteurs qui contiennent de l'hydrogène, qui ont l'avantage de se stocker plus facilement, il faut moins les compresser, et les températures de liquéfaction, le méthanol, c'est liquide à température ambiante, donc il n'y a même pas besoin de le refroidir. L'ammoniac, on le refroidit un petit peu, mais pas des masses, donc c'est beaucoup plus pratique à transporter. Donc oui, ce sera de l'hydrogène, mais peut-être pas sous une forme d'hydrogène. Et encore une fois, pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont relativement denses, et donc qui se rapprochent un peu du pétrole, et qui nous permettent de garder les avantages qu'on avait du pétrole sans émettre de CO2 derrière. Ok. Sinon, il y avait aussi Faust qui réagissait à un point abordé tout à l'heure, et puis qui dit car le poids de l'hydrogène transporté est plus facilement gérable sur l'eau que sur terre ou dans l'air, j'imagine. Ah oui, encore une fois, c'est une question de densité énergique pour ces applications-là qui sont alors le transport maritime un tout petit peu moins sensible, mais quand même tout ce que vous avez besoin comme masse en termes de carburant, c'est de la masse que vous transportez pas. Et donc c'est un peu la blague des avions électriques longue distance. En gros, il vous faut un avion pour les passagers et 3 avions avec les batteries. Donc on voit tout qu'il y a une petite tension. Et c'est voilà, l'hydrogène a l'avantage qu'en termes de masse, effectivement, on ne prendrait pas tant de masse utile que ça, un peu, mais pas tant que ça. Et donc oui, c'est vraiment des applications qui sont difficiles à décarboner. Et en plus, le poids a un impact, parce que c'est comme les camions. Plus vous avez une grosse batterie ou plus vous avez besoin d'hydrogène, moins vous mettez de masse utile, et la masse utile, ça a un coût. Donc, c'est les applications où c'est intéressant. Ouais. Il y a G Twitcheux qui faisait une remarque par rapport à l'hydrogène comme carburant, qui disait c'est pas encore là pour les motos, l'autonomie, et c'est-à-dire pour les motos électriques, j'imagine que la recharge est longue, du coup, de recharger les batteries, contrairement à l'hydrogène, on pourrait le remplir d'un seul coup. Oui, c'est pour ça que l'hydrogène est souvent mentionné pour les transports, mais je pense pas forcément. Mais c'est aussi pour ça que ça n'a jamais pris, parce que la peur avec les batteries, c'était effectivement le temps de recharge. On se rend pas bien compte en fait de quand on fait le plein d'essence, c'est à peu près 2-3 minutes pour mettre 40 litres d'essence. Si vous regardez la puissance transférée de la pompe à votre réservoir, on parle de millions de watts. Enfin, c'est des puissances qui sont gigantesques. Il y a une quantité d'énergie contenue dans 40 ou 50 litres d'essence, et vous transférez ça d'un endroit à un autre en 2 minutes. Donc, en termes de puissance, c'est juste gigantesque. Et donc, ça permet tout de suite d'imaginer que 1-2 mégawatts, vous n'allez pas avoir des chargeurs de 1-2 mégawatts chez vous pour charger une voiture. Donc, ça prendra toujours beaucoup plus de temps pour une quantité d'énergie donnée de charger une batterie. Il y avait la grosse peur de, voilà, du coup, on ne peut pas faire le plein sur l'autoroute. Alors, on développe des chargeurs de plus en plus rapides. On est capable maintenant de charger 80 ou 60% d'une batterie en 30 minutes. C'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Donc, l'hydrogène, le rêve, c'était, c'est la même chose. On peut transférer très vite de l'hydrogène liquide ou gazeux d'un endroit à un autre. Et donc, on se rapproche de ce qu'on avait sur l'essence. Sauf qu'on s'aperçoit, et je pense que c'est hyper important de le dire peut-être maintenant, c'est que l'hydrogène a il a plusieurs problèmes, mais il a 2 problèmes, c'est que ça se transporte pas très facilement, et ça se stocke pas très facilement. Transporter de l'hydrogène, on peut le transporter par pipe, par des systèmes de tuyaux, comme on transporte le gaz, sauf que le système qu'on utilise pour transporter le gaz n'est pas compatible avec l'hydrogène. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, c'est une molécule qui est toute petite, et ça a tendance à pénétrer dans l'acier, et ça fragilise l'acier. Alors, fragiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un acier, normalement, on peut le déformer un petit peu avant qu'il se mette à casser. Fragiliser, ça veut dire qu'on peut beaucoup moins le déformer, et il casse plus facilement. Donc, c'est un vrai problème. La majorité de l'infrastructure gazière n'est pas compatible avec l'hydrogène, et quand vous entendez des gens dire il va falloir rétrofiter l'infrastructure, en gros, c'est soit vous êtes capable de mettre un revêtement qui est imperméable à l'hydrogène à l'intérieur, soit vous changez tout. Et c'est pareil, c'est pas les mêmes compresseurs. Donc, transporter l'hydrogène, oui, c'est possible, mais on ne peut pas le faire à l'échelle à l'heure actuelle. Et ensuite, il faut le stocker, il faut le comprimer ou le liquéfier. Et ça, c'est pareil, ça a un coût énergétique qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que pour les applications comme ça, personnellement, je crois pas vraiment à l'hydrogène. Et pour l'instant, les faits me donnent raison, parce que la voiture électrique se développe très vite. On pourrait débattre, mais c'est des choses qui sont quand même assez complexes.
Et si on imagine un réseau, enfin, si vous imaginez un peu le nombre de stations essence qu'il y a en ce moment en France, et vous imaginez qu'il faut toutes les remplir avec de l'hydrogène, il faut un système pour transporter l'hydrogène, c'est juste quelque chose de gigantesque, hein, avec beaucoup plus de pertes que ce qu'on a sur l'essence. Parce que l'essence, on peut le transporter facilement et le faire passer d'un point A à un point B quasiment sans perte. C'est-à-dire que si vous remplissez une pompe à essence, enfin le réservoir des pompes à essence, bah, vous n'avez pas de perte, vous perdez quelques gouttes ici ou là, mais c'est tout. L'hydrogène, c'est pas ça, il faut comprimer et ça implique de l'énergie. Sinon, j'avais une question aussi de Cosinus44 qui nous demande « Est-ce que l'hydrogène est plus énergétique que le kérosène ?» Alors encore une fois, ça dépend, c'est toujours compliqué, ça dépend de savoir si on parle par unité de masse, par kilo. Par kilo d'hydrogène, oui, il n'y a rien de plus dense que l'hydrogène. C'est à peu près 3 fois plus dense que le kérosène en termes d'unité de masse. Le problème, c'est que c'est un problème de volume. En termes de volume, il faut un volume 3 fois plus gros pour la même quantité, enfin la même énergie dans l'hydrogène que dans le kérosène. Donc ça dépend un petit peu comment on compte, d'où le besoin de comprimer, etc. Ok. Et puis sinon, j'ai une dernière remarque de Ococédion qui nous dit « Il y a des motos électriques qui marchent très bien à l'heure actuelle. Pour des motos, le problème de l'hydrogène, c'est que c'est super volumineux, si j'ai bien compris, même à 700 bars. » Alors, j'ai pas d'ordre de grandeur pour les motos, mais un réservoir d'hydrogène, c'est quelque chose qui est assez épais, puisqu'il y a 700 bars, donc il y a quand même une pression assez intéressante. Et donc, c'est quand même quelque chose qui va prendre de la place et du poids. Et autant, c'est plus gênant, a priori, sur une moto que sur une voiture, parce qu'on a un peu plus de marge sur le poids. Et puis qu'en plus, l'alternative qui est une voiture électrique, on sait bien qu'il y a plus de poids de batterie enfin, les voitures électriques, comparativement, sont plus lourdes que les voitures thermiques. Donc pour les voitures, c'est moins un problème. Pour les motos, ça peut être un problème de taille de réservoir qui peut ne pas être compatible avec ce qu'on veut. Ouais. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des expérimentations actuelles en France qui utilisent l'hydrogène pour stocker de l'énergie, pour faire de l'acier, pour... Alors, il y a eu, je crois, 14 projets hydrogène qui ont été lancés, enfin, qui ont été financés par le gouvernement l'année dernière. À quoi ils correspondent? Ben, on a effectivement Arcelor qui est en train d'installer un haut fourneau à hydrogène. C'est-à-dire qu'on va faire on va fondre du minerai de fer, pardon, avec de l'hydrogène, faire de l'acier. Donc ça, c'est un gros projet et c'est un projet très intéressant, encore une fois, parce qu'en termes d'émissions de CO2, c'est important. Il y a des projets d'utilisation d'hydrogène pour des bus, par exemple, des bus urbains. Il y a un projet de développement d'un train à hydrogène, parce que pour certaines lignes, ça pourrait être intéressant, au lieu d'électrifier la ligne qui coûte très cher, il y a une vraie question pour des petites lignes. Est-ce que ça vaudrait pas mieux d'avoir de l'hydrogène que d'électrifier l'ensemble de la ligne avec un caténaire? D'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable? Dans ce cas-là, ouais. Et après, vous avez d'autres projets. Il y en a un dans le sud de la France, qui s'appelle iGreen, qui stocke de l'hydrogène dans des cavités salines et qui l'utiliserait pareil pour le transport. Donc, il y a plusieurs projets. Ça reste des petits projets pour l'instant. Alors, le plus gros est certainement le projet d'Arcelor, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'hydrogène pour de l'acier. Ça reste un peu embryonnaire par rapport à ce qu'on produit. En France, à l'heure actuelle, on produit 900 000 tonnes d'hydrogène par an. Juste pour un ordre de grandeur, et pour l'instant, c'est ou quasiment que formé par du gaz naturel, via le vaporoformage. Et donc, il y a une vraie question d'ambition aussi, de développement de la production d'électrolyseurs, parce que les électrolyseurs, pour l'instant, ça coûte cher. L'hydrogène coûte cher au kilo. Et il y a une vraie question d'être capable de mettre ça à l'échelle et de faire baisser le prix de l'hydrogène. Dans les technologies de ce genre, en général, plus vous faites du volume, moins c'est cher. Et il y a une question en fait de savoir qui va payer au début pour les coûts d'investissement. Et l'hydrogène aussi, la vraie question, c'est encore une fois la compétition des usages. C'est-à-dire pour quels usages on va les utiliser en priorité. Notamment, l'Europe, d'ici 2030, espère produire sur son territoire 10 millions de tonnes d'hydrogène par an, donc c'est énorme, et d'en importer 10 millions de tonnes de l'étranger, alors que pour l'instant, les imports et les exports d'hydrogène, ça n'existe pas sous cette forme ou quasiment pas. Et il y a aussi une vraie question d'est-ce qu'on est capable de mettre à l'échelle ce genre de choses. Et sinon, encore une fois, ça limite les usages. Et il faudra faire les usages prioritaires sur les choses qu'on pense le plus nécessaires. Et a priori, ce sera plutôt de l'industrie au départ que des applications individuelles. Ok. Alors, on a une question d'Hydrodingo qui dévie un peu parce qu'il passe sur la fusion nucléaire. Mais c'est très bien le sujet aussi, donc je me permets de la poser. Bonjour, la fusion nucléaire utilise 2 isotopes de l'hydrogène pour créer de l'énergie. Pensez-vous de cette énergie dans les prochaines décennies? Alors,
Comme j'ai passé 17 ans de ma carrière dans la fusion, je peux faire la blague moi-même. La fusion, c'est pour dans 30 ans et ça sera toujours, c'est ce qu'on dit depuis 70 ans. Alors, je l'ai dit, le Soleil fusionne de l'hydrogène déjà en fait. Donc on a un réacteur de fusion qui fonctionne, il est juste un peu loin, mais il nous apporte quand même pas mal de chaleur. Le Soleil fusionne de l'hydrogène. Sur Terre, on essaie de fusionner des isotopes de l'hydrogène, c'est différentes formes d'hydrogène. Est-ce qu'on a une maîtrisée? Ça dépend de ce qu'on appelle maîtriser. On n'est pas loin de démontrer qu'on arrive à générer de l'énergie, qu'il faut chauffer un gaz à 150 millions de degrés pour le faire fusionner, donc ça, c'est pas hyper facile. On n'est pas loin de démontrer qu'on est capable de le faire. La question, c'est pour une centrale électrique, on est encore assez loin. Et donc, c'est pas quelque chose, si on regarde un petit peu les choses sérieusement, c'est une énergie qui arrivera pas avant la moitié de ce siècle-là, voire la deuxième moitié du siècle. Mmh. Du coup, quelle sera la place, à votre avis, de l'hydrogène dans le futur, en fait, par rapport aux autres énergies? Alors, la place sera moins grande que ce que les gens pensent, je pense. C'est-à-dire que l'hydrogène est en pleine vague, ce qu'on appelle de hype. On en parle énormément et encore une fois, comme en théorie, on peut tout faire avec l'hydrogène, on a l'impression que c'est un peu la solution à tout. Mais quand on regarde toutes les contraintes, on s'aperçoit que c'est pas forcément la meilleure solution pour plein de choses. La chose dont on n'a pas trop discuté, je pense qu'il est hyper important parce que c'est vraiment un élément clé, c'est le stockage. C'est est-ce qu'on est capable de générer. Donc, il y a l'aspect industrie, on aura besoin d'hydrogène pour l'industrie, il n'y a aucune question là-dessus. Et il y a vraiment une question, est-ce que l'hydrogène pourrait être utile pour faire ce qu'on appelle du power to gas ou du power to gas to power. Donc, on a de l'électricité, on génère de l'hydrogène, ensuite on refait de l'électricité. Pourquoi? Parce que quand on a fait l'hydrogène, c'est une molécule et on peut théoriquement la stocker pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Et ça, c'est quand même quelque chose sur lequel les gens ne sont pas tous d'accord. En théorie, c'est intéressant parce que on n'aura pas le choix. On va être obligé de stocker de l'électricité de l'énergie pendant longtemps. En fait, pour rappeler ce qu'on a dit au début, c'était par rapport aux énergies renouvelables, type solaire ou éolien. Ouais. Par moment, donc on en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de soleil et beaucoup de vent, donc il faut qu'on puisse stocker cette énergie. Et d'autres moments, à l'inverse, on n'en a pas assez, et donc il faut qu'on puisse amener de l'énergie sur le réseau par un autre moyen. Exactement. C'est un corollaire de l'utilisation de renouvelables. Alors, beaucoup de gens vont dire c'est pas possible, etc. J'irai pas là, parce qu'au contraire, on arrive à intégrer de plus en plus de renouvelables. Par contre, il est vrai qu'il y a des périodes où il n'y a pas de vent, pas de soleil en Europe, et donc il n'y a pas d'électricité produite par du solaire ou du photovoltaïque ou de l'éolien. Et il faut être capable de stocker cette énergie. Or, l'électricité, ça se stocke très très mal. C'est un vecteur énergétique qui est très très pratique pour plein de choses. Mais par contre, ça se stocke très mal. Ça se stocke dans des batteries, mais il faut des tonnes, des quantités de batteries pour stocker de l'énergie à l'échelle d'un pays qui sont juste gigantesques. Et en plus, en général, les batteries sont pas faites pour délivrer de l'énergie continuellement pendant des semaines. Donc, ça pose un vrai problème. Et dans ce cas-là, la meilleure chose, c'est de stocker l'énergie. Une des meilleures choses, c'est de former l'énergie sous forme de molécules. Et ça serait de générer de l'hydrogène quand il y a trop d'électricité, entre guillemets, et on utilise pour générer de l'hydrogène, on stocke cet hydrogène et quand on manque d'électricité, on réutilise cet hydrogène pour former de l'électricité. Ça, c'est un des usages qui sera nécessaire. On peut discuter de ce qu'il est pertinent ou est-ce qu'il sera cher ou pas, mais ça sera nécessaire d'être capable de faire ce genre de choses si on a des réseaux avec beaucoup, beaucoup d'électricité renouvelable. Il n'y a pas d'autre solution et à un moment, il faut être capable de toujours produire de l'électricité. Et après, voilà, je l'ai dit, l'industrie, c'est le gros point. Et après, il y a des applications, on l'a dit, le transport maritime, le transport aérien. Alors, c'est un peu compliqué le transport aérien quand même pour l'hydrogène, mais le transport maritime, je pense que l'ammoniac, il n'y a pas vraiment de compétition en fait. Et donc, c'est quand même des grosses applications déjà qui demandent des grosses quantités d'hydrogène. Est-ce qu'il y a d'autres molécules qu'on peut utiliser pour produire de l'énergie qui n'impliquent pas l'hydrogène en fait? Qui n'impliquent pas l'hydrogène. Non, pas vraiment, parce que l'avantage des molécules qui contiennent de l'hydrogène, c'est qu'elles sont réactives. Et notamment la combustion de l'hydrogène, la réaction de l'hydrogène avec l'oxygène pour faire de l'eau, elle est très énergétique, elle libère beaucoup d'énergie. Quand on regarde par exemple, quand on brûle du méthane, pourquoi le méthane est intéressant? Parce qu'il y a du carbone et de l'hydrogène. Et donc on brûle du carbone pour former du CO2, mais on brûle aussi de l'hydrogène pour former de l'eau. Et ça, énergétiquement, c'est très intéressant, parce qu'encore une fois, en termes d'unité de masse, l'hydrogène a beaucoup d'énergie. Donc souvent, c'est des molécules qui contiennent de l'hydrogène, et les molécules reines, c'est l'ammoniac, on en parlait, mais aussi le méthane et le méthanol. Alors, on pourrait dire, c'est bizarre de parler de méthane alors qu'on ne veut plus utiliser de méthane, fossile, et c'est normal. Mais en théorie,
Si on était capable de capturer du CO2 de l'atmosphère et de faire de l'hydrogène, en fait, on peut refaire du méthane ou du méthanol, n'importe quoi. En fait, en théorie, on peut refaire de l'essence. Ça a un coût énergétique. C'est ce qu'on appelle des carburants synthétiques. C'est-à-dire qu'on va reformer en fait des carburants à partir de leurs composés. Alors ça pourrait être utile pour certaines applications. Alors ça va être cher, donc ça va pas être applicable à tout. Mais par exemple pour l'aviation, c'est quelque chose dont on parle pas mal parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus pratique que du kérosène et peut-être que le faire de façon artificielle serait pas totalement déconnant pour ce type d'application, même si ça sera à petite échelle. On a des nouvelles questions. Donc, Paul qui nous demande dans son programme 0E, Airbus souhaite développer un aéronef civil qui fonctionnerait à l'hydrogène pour 2035. Pensez-vous que dans les prochaines décennies, l'aviation de demain fonctionnera uniquement à l'hydrogène, surtout avec tous les problèmes liés à l'hydrogène, place de stockage et volatilité principalement? Alors, oui, Airbus est extrêmement ambitieux sur le développement d'un avion hydrogène. La façon dont ils en parlent, c'est d'avoir un avion hydrogène en 2035. D'accord, donc ça montre un petit peu l'échelle parce que c'est quand même compliqué. Alors, pour décarboner l'aviation, le plus rapide, ça serait d'utiliser ce qu'on appelle des biocarburants, c'est-à-dire d'utiliser des résidus agricoles et de les retransformer en carburant. Et c'est le plan européen qui a été développé, qui a été publié il y a 2 semaines, je crois, qui s'appelle Refuel EU, qui pose justement une feuille de route sur l'utilisation de biocarburants dans l'aviation, parce que ça permet de générer moins de CO2. L'autre voie qui est envisagée pour l'aviation à court terme, c'est les carburants synthétiques dont je viens de parler. Donc ça, c'est les 2 leviers de décarbonation de l'aviation d'ici 5, 10, 15 ans, parce que ça n'implique pas de changer les avions. Or, un avion, ça a une durée de vie de 20 à 30 ans. Donc, il y a aussi une vraie question de renouvellement du parc. Donc, même si un avion hydrogène était là demain, voilà, les avions, ils volent pendant un certain temps, donc ça prend du temps. Donc, remplacer le carburant, c'est une option qu'on peut utiliser en principe sans changer les avions ou pas trop. Et ça utilise la même infrastructure, c'est-à-dire que c'est les mêmes infrastructures pour stocker le kérosène, etc. C'est juste que le kérosène, il est artificiel, on n'est pas allé le chercher sous terre. L'hydrogène, il se pose des questions de taille, de où est-ce qu'on met les réservoirs, parce que c'est que en ce moment, les avions, alors les avions de ligne, le carburant est dans les ailes, ça sera plus volumineux pour des avions hydrogène, les réservoirs vont être plus gros, donc la question c'est où on les met, quel type de moteur, est-ce que c'est des moteurs à pile à combustible, ou est-ce que c'est des turbines à gaz qui fonctionnent avec de l'hydrogène? Tout ça, c'est compliqué. Et puis, encore une fois, la notion de sûreté et de sécurité, c'est quand même, voilà, encore une fois, vous avez un réservoir d'hydrogène au-dessus de vous, en avion, bon, ça pose quand même quelques questions. Donc, je sais pas, je suis pas devin. Pour l'instant, ça n'existe pas, l'avion à l'hydrogène. Donc, il faudra voir. Pour les longs vols, peut-être. Pour les vols courts, je pense pas. Je pense pas que ce soit extrêmement intéressant. Mais encore une fois, c'est une technologie qui est proposée, qui est en développement. Donc, c'est un petit peu difficile d'avoir un avis tranché là-dessus. Une nouvelle question de Cosinus 44. Sous quelle autre forme que pure peut-on stocker l'hydrogène? On a parlé de l'ammoniac. Y a-t-il d'autres voies prometteuses? Je l'ai dit, le méthane, le méthanol, si on est capable d'avoir une source de carbone, c'est extrêmement intéressant. Alors sinon, il y a d'autres façons quand même de stocker l'hydrogène, on n'en a pas trop parlé. On peut le stocker sous haute pression, donc on le comprime dans un réservoir. Donc on va le comprimer jusqu'à 700 bars et on va le mettre dans un réservoir. Donc ça, c'est une première façon. On peut le liquéfier, donc on réduit sa température, il est liquide et on le met dans un conteneur isolé, évidemment, pour pas qu'il y ait trop de pertes thermiques. La troisième chose, c'est qu'on peut utiliser, il y a des métaux qui vont réagir avec l'hydrogène, qui vont stocker en fait de l'hydrogène par adsorption. C'est un procédé physique. On va former des hydrures, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'hydrogène sur des métaux, ils vont réagir pour former des liaisons métal-hydrogène et ça va stocker l'hydrogène et on chauffe un petit peu le métal ensuite et ça relibère l'hydrogène. Donc ça, c'est aussi une autre voie qui est en phase de recherche. Il y a plein de métaux, le lithium, le sodium, des choses comme ça qui peuvent être utilisées pour stocker l'hydrogène, même si c'est encore en phase de travaux. Et l'autre chose, c'est du stockage géologique, c'est-à-dire on peut utiliser des mines, c'est pas des mines d'ailleurs, c'est des cavités salines, des cavités profondes qui sont faites avec des dômes de sel. Et là, on peut mettre de l'hydrogène, comme on fait pour le stockage de gaz naturel à l'heure actuelle. D'ailleurs, on parle beaucoup de remplissage des stockages de gaz. C'est la même chose avec l'hydrogène. On va mettre du gaz dans des structures géologiques et on le récupérera ensuite après. Donc, on fait du stockage et des stockages. Donc ça, c'est un peu les 4 grandes formes sur lesquels on peut stocker l'hydrogène pur. Pression, liquide, des métaux avec des hydrures ou alors sous forme géologique. Ok. Et après, on peut le transformer pour faire différentes molécules qui seront plus faciles à stocker, mais là on stocke plus l'hydrogène pur, on va stocker des dérivés. Ok.
Puis sinon, on a une dernière question de Bitou qui nous demande: a-t-on déjà commencé à exploiter l'énergie issue de l'expansion de l'univers? Oui, oui et non, parce qu'en gros, si on est là aujourd'hui, c'est parce que l'univers est en expansion et qu'on a eu de la nucléosynthèse au tout début de l'univers et qu'on a formé tous les atomes. Oui, mais pas directement. Jolie question sur notre place dans l'univers. Est-ce que, Greg, vous auriez des ressources à conseiller à nos auditeurs, accessibles grand public? Il y a 2 vidéos, pour ceux qui connaissent, du Réveilleur, hein, qui est un excellent vulgarisateur sur internet, qui a fait 2 vidéos qui doivent faire 1 heure chacune sur l'hydrogène et il traite ça de façon extrêmement intéressante. Et sinon, il y a quelques articles de vulgarisation, je pourrais vous envoyer quelques liens qui sont intéressants. L'Agence internationale de l'énergie publie des rapports assez intéressants, ils sont pas super durs à lire sur ce qui se passe sur l'hydrogène, mais vraiment les vidéos du Réveilleur sont des bonnes choses pour commencer. Moi, je vous conseille le dossier de l'Esprit sorcier aussi, C'est vrai. avec Fred Courant, qui était initialement dans la célèbre émission C'est pas sorcier. Donc, il a repris un nouveau média qui s'appelle l'Esprit sorcier, qui est entièrement numérique. Et il y a un gros dossier sur l'hydrogène qui est très bien fait, très accessible. Dont d'ailleurs, j'ai repris dans le diaporama, là, il y avait quelques extraits. Hop. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc, hop. Je vous remercie beaucoup, Greg, d'avoir participé à cette émission. Avec grand plaisir. Merci. Nos auditeurs également. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Donc, pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, elle sera en replay sur Twitch, YouTube et Facebook. Et avant de partir, nous vous informons que vous ne recevrez plus Brief Science cet été parce qu'on sera en vacances, mais on vous réserve une petite surprise. Donc, j'en dis pas plus. Quoi qu'il en soit, on vous donne rendez-vous à la rentrée pour choisir le prochain sujet de l'émission de septembre. Voilà, très bonne soirée à vous. Merci.